Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette session dédiée aux aires marines de protection forte en Méditerranée. Just to let you know that if you need translation, because we have some presentation in English, others will be in French. Si vous voulez prendre des écouteurs, puisqu'il va y avoir des présentations en anglais et en français. Bienvenue également à nos collègues qui sont en ligne. Welcome to the attendees online. Donc, du coup, moi, je vais parler en français, ça, si vous avez vos écouteurs de traduction. Donc, ce matin, on va parler de la protection forte, comment atteindre les objectifs ambitieux de l'après 2020. On a eu une présentation, c'était lors de la cérémonie d'ouverture hier, par Claudia Siana, qui nous a rappelé les grands chiffres en Méditerranée. Non, c'était Soua qui avait fait cette présentation et qui nous présentait le petit point noir et qui a dit oui, ça, effectivement, c'est un point noir, ce sont les no-take zones. Et c'était 0,04% si j'ai bonne mémoire. Donc, autant vous dire que c'est complètement ridicule. Autant vous dire que les objectifs de l'après 2020, si on est dans le même rythme de croissance, on n'y arrivera pas, puisqu'en 2016, on avait également une couverture de 0,04%. Donc, je pense que la Méditerranée est finalement la mer qui bénéficie le moins de couverture de protection forte. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Mais on espère qu'il y a des initiatives qui vont pouvoir se multiplier. Alors, ce matin, on va avoir 4 speakers. On a d'abord Paolo Guidetti, Joachim Claudet, qui sont les scientifiques de la matinée et qui vont nous éclairer justement sur l'état des lieux. Je pense que c'était vraiment très important de commencer par vos présentations. Donc, merci pour set the scene, comme on dit en anglais. Et puis ensuite, on va avoir 2 brillants gestionnaires d'aires marines protégées. Un qui est gestionnaire de l'aire marine protégée de la baie de Gokova en Turquie, Zafer Kiskaya, qui fera une présentation sur les no-take zones et la façon dont elles sont gérées dans cette aire marine protégée. Et puis, un non moins célèbre gestionnaire d'aire marine protégée, le jeune Renaud Dupuis de la Grand-Rive, qui lui nous fera aussi une présentation des actions qu'il mène sur son aire marine de protégée, qui bénéficie également d'un statut de protection forte, en tout cas une partie du périmètre bénéficie d'un statut de protection forte en Méditerranée. Je me présente, Romain Renoux, moi je suis le directeur exécutif du MedFund, qui est un fonds dédié au financement des aires marines protégées de la Méditerranée. Et je vous expliquerai un peu pourquoi je me retrouve dans cet atelier de no-take zone. Je suis un ancien gestionnaire d'aires marines protégées moi-même, une réserve naturelle qui était une no-take zone, donc qui était une réserve intégrale. Donc c'est bien, ça me rappelle des bons souvenirs. Voilà, alors peut-être sans plus tarder, donc vous avez sur les aspects logistiques, je pense que vous avez tout ça en tête, ce n'est pas la première session à laquelle vous participez. Peut-être dire à nos collègues qui sont en ligne de couper s'il vous plaît vos micros. Et puis, on vous donnera la parole au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait des bruits parasites. Et n'hésitez pas à ce moment-là de lever la main en utilisant le bouton prévu dans le menu. Il y aura une traduction également simultanée, aussi bien pour les gens qui sont dans la salle avec les petits headsets et pareil en ligne. Vous pourrez choisir cette option. Si on peut avancer la slide. Ah oui, c'est moi en fait qui avance. Si on avance. La slide suivante, donc voilà. Alors l'idée ce matin, c'est aussi de faire le lien avec la roadmap. En tout cas, c'est l'objectif des organisateurs. On va voir si on y arrive et comment est-ce qu'on a traduit en fait cette ambition de création de gestion de no-take zone dans la roadmap. Et oui, on a aussi très important un rapporteur, une rapporteuse, Mélina Marcou. Merci Mélina pour ce travail qui doit en fait synthétiser un peu nos réflexions. Donc là, vous me voyez comme coordonnateur et modérateur, mais en fait, Élodie Courreau, qui est en ligne à distance, en fait, c'est vraiment elle la coordinatrice de cet atelier. Donc, je ne vais pas
préempter son travail. C'est juste que bon, c'était moi qui était inscrit, donc je me retrouve là sur les deux rôles. Juste peut-être pour revenir sur le lien avec la roadmap en introduction. Donc ça aussi, ça nous a été rappelé par SOA et par Medpan et le CAR ASP, le WWF hier, c'est vraiment de relier un peu nos réflexions de ce matin à la roadmap qui sera présentée et finalisée au cours de ces 3 jours. Donc, il y a déjà un objectif stratégique qui est dans la roadmap qui concerne les aires marines protégées de protection forte, qui est l'objectif stratégique 2, qui est affiché ici. Donc, strengthen national legislation and ensure effective enforcement mechanism to produce better outcomes for MPAs. Bon, autant vous dire que là, déjà, on ne trouve pas du tout le terme ni highly protected, ni no-take zone. Donc, je pense que là, on peut certainement améliorer ça. Et une des recommandations, c'est le increase the number and coverage of MPAs with enhanced protection level, no-take, no access, strictly protected. Là, c'est bon. To contribute to the recovery of marine ecosystems based on scientific data and community engagement. Donc, on reviendra en fin de la session pour voir si après les présentations, est-ce qu'on est à l'aise avec cet objectif un peu générique, on va dire, et cette recommandation, ou est-ce que vous avez des propositions pour l'améliorer? Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Joachim Claudet pour faire déjà un état des lieux des différents niveaux de protection en cours en Méditerranée. Merci, Joachim. Merci beaucoup. Thank you. I will go fast because I have only 25 minutes, right? And you all know that, but it's just to recap a little bit the numbers. And regarding the roadmap and recommendation, I will take a little bit of my time to urge you to use the language of the MPA guide. And when we have targets for MPAs and no-take, to call them fully protected areas. This is what is used now in the international community, and also the IUCN Congress. It was fully and highly when people wanted to have high targets. So I suggest to use fully and or highly protected areas. So I won't go through that, but these are all the benefits that we know can stem from MPAs, from biodiversity conservation, fisheries, benefit for well-being, benefit for climate, and there's a lot of evidence that they can do that. So I put a lot of references. They're all meta-analysis, so syntheses of other syntheses, a lot of evidence, but all this comes from fully protected areas. Okay, so all the scientific knowledge and support for MPAs comes from fully protected areas. And when we look at what happens in lower levels of protection, so these are the levels of protection of the MPA guide. You have full protection, high protection, moderate or minimal protection. And there is a very strong qualitative change between fully and highly. So here you cannot extract resources, for example, no fishing. Here you can have some moderate, very sustainable fishing, for example, and they can still provide a lot of benefits. But in the literature, we very rarely, if any, find any positive benefits of MPAs that have lower benefits, lower protection level that being highly protected. And so this is what we have in the Med when we look at the levels of protection. And so you have the levels here, and okay, we have 6. So yesterday we saw I think 8, so it changed a little bit according to what you count, and this was a little bit older than the assessment that you saw yesterday also. But if we remove those for which we don't find any management plan, so we cannot assign even a protection level, we lose a lot. If we remove those that are sometimes very well managed, but they don't have regulations that lead to differences in the threat on biodiversity between inside and outside, so they can be well managed, but they don't protect biodiversity, we go to 0.3%. And if we keep only fully and highly protected those that do really provide benefits and not accounting for enforcement, so here we suppose everything is working well, we have only 0.23% and 0.06 if we look only at full protection. So we are quite far
from ambitious targets and the famous 10% of full protection in the Med. And very quickly, so they are not there anymore, okay. Also, when we done a study on those MPAs that are nationally designated, and we looked at how they were covering biodiversity throughout the Med, we observed that they were put worst than if they were put randomly around the Med. Okay, so the current design of full protection in the Med, because there are more on the north and on the south and more on the west and on the east. This is the reason. And also MPAs are too small. The fully protected areas that we have are very too small to protect a wide range of species, because when we say that they work, we go and collect evidence on the 2 or 3 species for which there will be a response. Because we know these are species that don't move a lot, and the species, when the species have a home range that is a bit larger than the MPA, of course, it can be fished and it doesn't work. So the evidence comes only from the species from which we know there is a response. And I have used my 4 minutes. Mais, allô, oui. Merci beaucoup, Joachim, pour cette présentation. Et désolé, parce que hier, on a eu une discussion à propos du nombre de slides et on avait renvoyé une version améliorée, mais qui n'a pas dû être reçue jusqu'ici. Désolé, mais si vous avez des questions, ce que je vous propose, peut-être, c'est qu'on passe également à Paolo Guidetti, qui nous fait aussi le contexte. Puis après, peut-être, pour poser quelques questions et tu pourras compléter. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Joachim est français, parle en anglais. Moi, je suis italien, je parle en français avec un petit accent, mais c'est un acte de courtoisie. Donc, bonjour à tout le monde qui est là et ceux qui sont connectés. Il y a un point important particulièrement à souligner, le fait que malheureusement, nous avons besoin de aires marines protégées. Malheureusement pour le fait qu'on en a besoin, car l'homme n'est pas capable parfois, je dirais assez souvent, de régler son impact vis-à-vis des écosystèmes marins. Il faut prendre en compte une chose, les AMP sont très importantes, il faut qu'on investe beaucoup sur les AMP, mais elles ne peuvent pas permettre de récupérer tous les dommages qu'on produit. Donc, on a des impacts humains qui sont réversibles et pour lesquels les AMP fonctionnent très bien, la pollution et particulièrement l'overfishing. Il y en a d'autres qu'il faut tenir en compte, qui ne sont pas réversibles. La land reclamation, la construction des ports, etc. Donc, les AMP sont très importantes, mais ne sont pas la panacée. On a énormément de données. Je dirais que désormais, il ne faut même plus récolter des données qui démontrent que les AMP fonctionnent. Particulièrement, comme l'a dit Joachim et avant Romain, les no-take zones. Plus la protection est forte et plus la nature répond d'une façon claire. Il n'y a pas de doute. Les biomasses explosent, la diversité augmente, l'abondance des populations augmente aussi et la taille des espèces qui sont exploitées commercialement augmente d'une façon incroyable. En augmentant donc la possibilité de produire des œufs, des larves, donc le potentiel de reproduction. Il y a des publications qui ont démontré, particulièrement en Méditerranée, où on a plein d'AMP, mais il y en a beaucoup qui ne marchent pas bien pour une question d'enforcement qui n'est pas efficace et de management qui n'est pas optimal. On a clairement démontré que les AMP, particulièrement les zones strictement protégées, je dirais les no-take zones, produisent des impacts très, très positifs. Et au-delà de l'impact local, on a aussi un potentiel des AMP qui permet d'éviter la dégradation des écosystèmes complets, pas simplement la diminution des abondances de biomasse des poissons, car les poissons ne sont pas isolés du contexte. Il y en a qui sont des prédateurs qui font partie du système et en prélevant les prédateurs, on déclenche ce qu'on appelle les cascades trophiques, donc des dérives, des dégradations des écosystèmes complets. Si on arrive à protéger bien, on arrive à récupérer pas simplement les populations qui sont directement impactées par la pêche, mais aussi les écosystèmes complets qui peuvent continuer à fournir les services dont on compte beaucoup. Et quand on parle d'économie bleue, on parle aussi de tous les services et les biens que la nature et les océans sont capables de fournir et qui ne sont pas escomptés.
Une autre chose, les AMP ne produisent pas simplement des bénéfices à l'intérieur de leur bord, mais on sait bien qu'à travers les spillovers et à travers la surproduction des œufs et des larves, elles peuvent bénéficier même les fonds qui se trouvent à des centaines de kilomètres à distance. En plus, les AMP peuvent aider, mais ne sont pas les seuls moyens qu'on doit utiliser à un petit peu limiter les invasions biologiques, sans compter le fait que sont les tools parmi les plus importants pour le support à une économie durable. Ce que les autres orateurs ont déjà dit est la chose la plus claire, évidente, et je veux dire, c'est à la base de la faillite, en fait, comme l'a dit Romain avant, des objectifs dans la décennie précédente. Et si on le regarde en Méditerranée, la chose est encore plus évidente. Si on le regarde dans le temps, au fil du temps, la protection totale, fully protected areas, est restée plus ou moins la même pendant les décennies, alors qu'on a augmenté d'une façon significative la protection partielle jusqu'à arriver à une protection qui est quasiment nulle. Car parmi les statistiques qu'on fait, on n'arrive jamais à comprendre quel est le pourcentage en fait, des AMP qui sont des paper parks. Donc, le fait d'avoir le 0,04% de no-take aujourd'hui signifie qu'on est, que c'est ridicule, mais il faut couper probablement la moitié, car la moitié de ces no-take zones sont déclarées, mais ne sont pas effectivement protégées ni gérées. Donc, la guide des AMP, dont on parlera dans la séance aussi suivante, peut aider aussi dans le cas de la roadmap à faire un petit peu le point. Car en Méditerranée, hier, on m'a dit qu'on a quelque chose comme entre 60 et 70 typologies d'AMP, ce qui est quelque chose d'incompréhensible quasiment pour nous, on devrait être des experts. On peut penser aux stakeholders ou aux usagers au niveau local. Donc là, enfin, c'est vrai que chaque État peut avoir des législations différentes, mais enfin, en utilisant le guide, on peut encadrer les AMP par rapport à ce qu'elles produisent vraiment, les bénéfices, les outcomes qu'ils produisent et les niveaux simplement de protection par rapport aux activités humaines qui sont limitées ou qui sont totalement interdites. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tu as les appels. Merci. Merci beaucoup, Paolé. C'était très clair. Je crois que vous avez tous les deux effectivement mis le couvert sur la table. En gros, il n'y a pas assez d'aires marines protégées en protection forte, mais en plus, il y en a beaucoup qui sont répertoriés, mais qui ne sont pas effectivement gérés. Donc, on est vraiment très loin d'atteindre nos objectifs. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup à titre personnel, c'est qu'on entend énormément d'organisations internationales et même ici, on pousse le 30 par 30 comme si c'était vraiment le chiffre magique. Alors, autant vous dire qu'on n'y arrivera pas entre nous, on ne va peut-être pas le dire trop fortement, mais on n'a pas réussi à atteindre 10% au cours des 20 dernières années. Comment on va atteindre 30% en 10 ans ? Donc, soyons un peu réalistes. Et ce que je me rends compte aussi, c'est qu'il y a très peu d'organisations qui poussent pour la deuxième partie, qui est le 10% strictly protected. Souvent, la communication, c'est le 30 by 30, 30 by 30. Non, en fait, je pense que ce qu'il faut qu'on pousse, et peut-être le mettre en avant, c'est le 10% strictly protected, ou comme avait dit Paolo, le seriously protected. Ce que tu avais dit au Congrès mondial de l'UICN. Donc, je pense que ce paradigme, il en dit long aussi sur la façon dont on appréhende les enjeux de la conservation marine en Méditerranée, mais pas qu'en Méditerranée, puisque le 30 par 30, c'est à l'échelon planétaire. Donc, je pense que dans nos organisations respectives, poussons plutôt pour le 10% de strictly protected, parce que ça a été clairement démontré, c'est là où les bénéfices environnementaux sont les bénéfices majeurs. Alors, une des raisons pour laquelle, effectivement, j'ai accepté de coordonner cette session, c'est parce qu'au niveau du Medfund, donc, qui est un fonds de conservation, comme je l'ai dit en introduction, pour le financement des aires marines protégées en Méditerranée, le conseil d'administration du Medfund a voulu vraiment se saisir de cet enjeu des aires marines protégées de protection forte et a décidé en juillet de cette année, donc c'est vraiment très récent,
de créer un guichet thématique spécifiquement dédié au financement des aires marines protégées de protection forte, donc les fully et highly protected areas telles qu'elles ont été définies par Joachim. Et cette initiative a été encouragée par la Fondation MAVA qui nous a rejoints dans cette initiative. Et nous avons, à l'occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille, lancé officiellement le partenariat entre le Medfund et la Fondation MAVA. Et on est content d'annoncer qu'à l'occasion de ce forum, on va lancer demain, donc ça aussi c'est un secret, il ne faudra pas que ça sorte ici, mais ça sera officiellement lancé demain, avec la MAVA, le premier appel à manifestation d'intérêt pour des aires marines protégées de protection forte qui souhaitent un soutien financier pour le financement des coûts récurrents de la gestion quotidienne, donc la surveillance, le suivi scientifique, l'aménagement la délimitation des no-take zones, etc. Donc les activités dont vont vous parler Zafer et Renaud. Voilà, donc ça, il y aura une session pendant la closing session. Donc ça, c'était juste un clin d'œil pour vous dire qu'il y a déjà un certain nombre de partenaires qui s'intéressent de plus en plus aux no-take zones. La MAVA est notre premier partenaire financier dans cette aventure, et on espère bien que ça ne sera pas l'unique et qu'on va pouvoir aussi avoir d'autres partenaires qui nous rejoignent sur cette initiative. Alors peut-être avant de donner la parole vraiment à nos speakers, à nos gestionnaires d'aires marines protégées, est-ce que vous avez des questions un peu sur la présentation de Paolo ou de Joachim, sur je dirais le tour d'horizon que j'ai trouvé très clair? Oui. Si vous pouvez vous présenter. Good morning, I'm Pepa Mengual from the Spanish National Park Network. And I would like to draw your attention that the 10% percentage of strictly protected areas in the Mediterranean is going to apply most probably only in the EU countries. And I'm foreseeing the risk that this will will increase the gap between the northern and southern countries and between the western and eastern countries. I mean, what is going to be approved most probably next week in Antalya is simply an enhanced protection without the 10%, without the number, a figure behind that. So we have to take this into account. The scenario probably will lead to an increase in the gap and not a reduction in the gap, which should be a common politics for the whole of the Mediterranean. Thank you. Thank you very much, Pep. I think this is a clear point, maybe that we have to underline, Melina, in the report. I think that we should especially also consider this gap between north and south of Mediterranean. Thanks. Zafer? My question to you is the size of minimum fully protected area for Mediterranean still 4 square kilometers? Oh, that's a good question about size. So, yeah. It depends on the species you want to protect. The more they move, the bigger needs to be the MPA. And small MPAs, they can be effective on a very minimal number of species, and their benefits, they don't go much away from the MPA. So small MPA work, but they have smaller benefits, and their benefit don't extend very far from the MPA boundaries. The bigger they are, the more effective they are, and the further from the boundaries, the effects can be exported. Okay, so it depends on the species then. So, okay, thank you very much. Yes, Melina? Pardon, tiens, je peux y aller. I'm sorry about that. It's okay. Actually, I wanted to ask, because the last time I was asking about the strict or protection, the definition, has it finally been approved by the EU? Because until recently, when I was discussing under the Habitats Directive, they still didn't have a clear definition approved. So I was wondering if they do have it now, or if we still are considering each and every one of us strict in our own perspective. As far as I know, it hasn't been finalized yet, and there are 2 groups. One group who expect that strictly protected will be no-take, and another group that is pushing for no-take being not for strictly protected not being only no-take. And some quite powerful countries with a lot of MPAs
are pushing for strictly protected not being no-take. Yeah, maybe to go. Yeah, maybe to go on your question, to follow up on your question, Joachim, because you said that fully and highly are clearly providing environmental benefits. So what is your definition here of fully and, so you have a definition of fully and highly? Yeah, so it's a shared definition, and it's not mine. It is shared with a lot of scientists worldwide, and UNEP is part of that, and WDPA is part of that, IUCN is part of that. So it's not only scientists, it's also a lot of NGOs and major actors of the environment. And fully protected area are MPAs where there is no extraction, whether it is mining, fishing, whatever. Highly protected area, you can have some extraction, but very limited, with only, to speak about fishing gears, but it's not only about that, that have very minimal impact on the environment. And so there is a list of potential gears or activities that can be allowed in highly protected areas. So there are the list. I encourage you to look at the MPA guide, and I can circulate it to you. And this is clearly defined. So and we know, and this is based on scientific evidence of what works and what doesn't. And we have built that to know that all the type of MPAs that fit in highly, they are effective. When you go further down, you lose a lot of effectiveness. So I would say that although it is important to know what the EU will decide, because definition can be binding, etc., it's important. But if we are here talking about what kind of MPAs do we want, those that work, those that doesn't work, let's speak about fully and highly, and leave the definition for the others, because France also has a protection forte, and it's been years that they are changing the definition according to the number of percentage they want to fit in that. So we shouldn't use those kind of definition that can change and that are very often a case-by-case thing. And we should aim at fully and highly if we want to talk about MPAs that are effective. And you say that these are the MPAs that are good for the environment, but I'm not fully in line with you, because these are the MPA that are good for the environment and for people, because all the other benefits, all the socioeconomic benefits, there will be a session after this one on the socioeconomic benefit of MPAs, all the human well-being benefit, all the climate benefit, all the adaptation benefit of MPAs are depending on a response of the ecosystem. And so if you don't have fully and highly protected MPAs, all the suite of benefit of MPAs will never be there. Thank you very much. Thank you, Joachim. That was clear. Yes? No. Yeah, but maybe exactly, and it could be interesting that you could share the MPA guide, I think, with the attendees here. That would be very useful. Thank you. Thank you very much. We have, I think, one question online. I know we had one. Okay. Okay, so maybe the last one, because after we have to move to the presentations. More than a question is a comment. My name is Diego Alvarez. I am from IO, Spain. It's quite remarkable the lack of conservation science and implementation in the pelagic environment. So I don't know, but I think that when there is only, as far as I know, there's only one MPA that covers something in the pelagic environment that has some kind of real protection, that is Cabrera National Park. We are absolutely forgotten the pelagic environment in both science and application. And maybe it's time also to consider the possibility to expand our views farther than we can see when we come into the water. I mean, it's very understandable that we have focused on coastal MPAs because it's easier, it's something we are more related to, but most of the Mediterranean is pelagic environment. So this is just a call for open the mind and change our view further. Thanks. That's well noted. So maybe we should, okay. So we have one last question, please. Our intervention from the Pericles Claytou, right? Sorry for the pronunciation, I'm not sure. Yeah, it's correct. It's okay, a difficult name. Ahead. Thank you. No, it's just some comments on the presentations we've seen.
Could you and introduce yourself? Could you introduce yourself, please? my name is Periklis Klito. I'm from Cyprus, working in a marine environmental research lab and small company in Cyprus, research company. Basically, my comments. One note about the monitoring. You mentioned that it's not important anymore to show the benefits of the MPAs because there are already enough evidences. This is true, there are evidences, but maybe it's good to focus on the monitoring and the importance of the monitoring in raising the acceptance of stakeholders, of fishers in marine protected areas. So I think we need to be careful with this and make sure that monitoring continues to demonstrate the benefits that we receive from these MPAs. And the other comment was about the alien species, and you mentioned that MPAs can buffer the effects from the alien species, invasive species, and climate change. Unfortunately, this is not the case in the Eastern Mediterranean, and we need to be a bit cautious about this. Maybe it's the case in ecosystems that are healthy with healthy top predator communities. But in the Eastern Mediterranean, the MPAs might act as refugee in the end for alien species because where no fishing is allowed, MPAs are offering an area for these alien species to proliferate. And there are studies which have shown that alien species are more in the strictly protected areas compared to adjacent unprotected areas. So this is worrying, and I think this is I think we need to consider about the establishment of the MPAs and how we control and manage this problem. Thank you. Thank you. Thank you very much for your comment. So maybe we could move now to MPA managers. I think we start with Zafer. I think you will talk about maybe the invasive alien species issues. Thanks, Zafer. About that comment, I will also explain. In fully matured, fully protected MPAs, this is not the case. For lightly protected MPAs, of course, all the invasives are refuging in these protected areas in terms, but you will see. So let's start with Gökova Bay in Turkey, in southwestern Turkey. That's a huge bay, huge MPA, over 1,000 square kilometers. And it was just paper park as it is, right? And just next to the border, another big MPA. Now we are replicating everything. In 2008, the same MPA with same borders, with the research we done with Enric Sala, Kike, Joachim Garabu, we ended up that the Gökova Bay in whole Mediterranean had the least fish with 4 grams per square meter. Still MPA. In 2009, the fisheries collapsed in the bay all the way. They lost more than 65% their income. There was no white grouper, 0. There were no shrimp, 0. So they lost 60%, more than 60% of the income, local livelihood. In 2010, we convinced fishers to establish 7 fully protected areas, the orange ones. Is there a laser pointer in this one? No? Okay. And starting from this right yellow dotted all the way up, which is more than 300 square kilometers, is highly protected. Highly protected means only small numbers of small scale fishers with only selected gears can fish. But the orange ones are just fully protected areas. So what happened next? Because there was a big clash between community and, of course, as an NGO Mediterranean Conservation, between us, and the Coast Guard has no capacity because they have been dealing with the old immigrant situation at that time. So we decided to set up our own ranger system and start patrolling. And while doing this, and you see that's the dashed line are highly protected and pink areas are fully protected areas. So we set up our own ranger system with speedboat and everything with the software in our ranger's phone. There is a software called Smart,
We can follow them in the real time from satellite. And there's a menu in their phone. They can just choose whatever the illegal activity they see with the map, with the coordinates and everything. In the real time, Coast Guard and Minister of Agriculture see all these things. And we have permission from Minister of Interior, Minister of Agriculture and Minister of Environment to implement this enforcement. And the enforcement is the most expensive thing, but the good thing is we can just get all the data from their phones, just a real time, what is the patrolling time, what is the patrolling distance, and we have all kinds of daily, weekly, monthly, where is the most highly illegal activities in which kind, whether it is professional fishers, whether it is amateurs or spear fishers. So in this respect, we are just changing our patrolling teams and changing our patrolling efforts, and we are sharing this data. And the recommendations for Forum ensure effective and coordinated enforcement mechanism that give MPA rangers and local authorities the legal means and powers to respond quickly and effectively to violations observed during the field. As I mentioned, our rangers have the camera on their collars, right? It's a real-time camera. When they speak within illegal activity infringement, they're telling that this is my duty camera. Right now, it records you. Otherwise, any kind of filming and video you do with your smartphones are not legal evidences in the court. We lost 3 cases. You know, that's why we are not using that phones. We are using the duty cameras, which is legal evidence, because the rangers by themselves cannot delete, cannot add anything. It records to the clouds. When it comes to the going to the prosecutor, we just gave to those recordings to the prosecutor. So that makes a huge difference. And then they tell the people, you are doing something illegal here. If they have not seen him before there, they're just telling that this is a protection area, this is highly protected, and this and this. And they ask him to leave the area. If he does, nothing happens. If he does not accept leaving the area, then they immediately contact with Coast Guard. Then Coast Guard just asks his ID number, boat's license, and everything. Then the fining is coming right after. And it was so effective. And after some time, we will see the figures, the biological and socioeconomic benefits soon. All of the small-scale fishers, other boaters became part of this enforcement. We have so many friendly spies just reporting from all around the bay. There's somebody fishing here. There's some professional fishers here. So we have a huge network of reporting coming from different sources. And this is last week, our rangers at night confiscating a huge fishing net in no fishing zone. And he just asking the Coast Guard, because as our rangers have no authority to confiscate gears, we have to ask permission Coast Guard immediately. When the Coast Guard approves, we confiscate the gear. We confiscate the boat in need. And similarly, this is the map showing where exactly the evidence is taking place. And another enforcement is on the fishmongers. You see, that's a grouper, speared fish. Phenophelus marginatus is fully protected species in Turkish law. In any kind of catching, selling, consuming, it's strictly prohibited and big fines. So when we saw this fish on the market, spearfished, we immediately call Minister of Agriculture officials. They immediately come and just give all the fining and reporting. And it was really high fines, $1,000 per fish, per grouper. So that's why it's working well. So this is an interesting case happened 2 weeks ago. On the East Tengram, one of the wooden boat, a big boat, just sharing, they killed 5 groupers. And the name of the boat is Dea del Mare. And there is an application which is called Marine Traffic. If you enter the application and write the name of the boat, the Marine Traffic immediately gives you the coordinates of that boat. So as soon as we saw this sharing on the internet, our rangers immediately, check on the Marine Traffic, and our rangers are just going to pick up some Coast Guard officials. They immediately went there and just confirmed that is this your share? Yes. So they find them.
So this is another kind of enforcement, not real time, but if you show yourself on the social media, you will get fined. We talk with prosecutors, they open the way, go ahead. So this is really important because people, especially illegal fishers, love to share their catches and trophies on the social media. So after those, we had a big project from Endangered Landscape Program to replicate all those no fishing zones in some other place. So I had the opportunity of window for establishing new no fishing zones. So the methodology I followed this time, maybe many people criticizing me, right? Not the way that bottom up. Of course, I went all the local communities. I showed them the success stories in fisheries and biodiversity conservation in Gyokowa and try to convince them, okay, we should do the same thing here. Some of them say, yes, we do it. Some of them say no. But after then, I went very high level on the government and I convinced them the benefits in the future and everything. And then I'm gonna come back to that. Okay, so these are the benefits of, let's start with the socioeconomical benefits. So these are the fishery cooperatives' monthly income per boat. So, no fishing, fully protected areas established in 2010. So in this increase, 2015, 2016, those increase, 40% depends on invasive species, rabbitfish and Randall sea bream, right? But in 2018, 19, and 20, invasive species percentage in total catch is less than 1. As the local species are getting more and more, and the MPA, the fully protected area is getting mature, so the invasive species number is decreasing. But as long as you have full protection and enforcement day and night and without giving any break, especially during the pandemic, the number of illegal fishing activities skyrocketed because you and me were staying at home, but those guys are not. They're all in the sea. They know that nobody is going to come after them. So that's why we spent so much money for fuel and enforcement effort during the pandemic. There was not the time that species are getting some relaxed time. No, this is not correct. So for the monk seals, we have real-time monitoring cameras. Right now, we have 9 individuals in Gyokowa Bay MPA, right? In 2010, there are only 1 or 2. The sandbar shark sightings may be 5-6 times increased. If you have time, I can show you the videos, amazing. You can swim with huge sharks, 10 of them just swimming right under the U. It was not like that because of the fully protection. Even swimming with sharks over there is strictly prohibited, only for research purposes. Before people are coming, spearing, filming, or fishing at this place, even they catch, sandbar sharks to sell to aquariums. So this socioeconomic benefits, as you see the graph, still going up. It's not stopping. So the more enforcement, the better enforcement, the more years passed, it is getting better and better. And the reason we closed the half of the bay as a highly protected is reason for pelagic species, because seriolas are coming in huge sizes and schools inside. That's why the reason we closed the bay at that part for pelagic species. Okay, I would like to show you this. Right now, this is prepared by Minister of Agriculture and Environment, so the terminology is not fixing to ours. But right now, we have 148 square kilometers of fully protected areas in Turkey, right? We replicated Gyokowa Bay in this Datça Bozburun Sepa, Köyceğiz Sepa, Göcek Sepa, not Patara, but in Kaş Sepa. So many of the local community members are furious. I can understand them because same thing happens in Gyokowa at the beginning in first 3 years. But we set it up our enforcement there. Right now we have 8 boats, more than 15 rangers with the same system, and the government and Coast Guard is helping too much right now for this effort. And we also have no amateur fishing area because after we discuss with the community, local community fishers, their areas closed for
mature fisheries, no trawling area and no pursening area. We just call them highly protected areas. So all of a sudden we replicate this, but the enforcement strategy is coming not slowly, because it's all about the money. The highest amount of funding we spend for fuel. Patrolling means fuel. So when I go back to this slide, beyond 2020 targets. So Romain mentioned 0.04, the number of fully protected areas in Mediterranean, and on the other side, it is 6%, 6.3%. Let's say this 6.3% today is 30. What would have been different then? I could easily say nothing. As long as this fully protected area stays there 0.04, the other number is meaningless. Just makes you happy that there are a lot of MPs in the world. That's it. Because the only benefit in entire Gökova Bay, it's 1,000 square kilometers, starts after fully and highly protected areas and enforcement. So probably we don't, run after the 30% thing instead, as much as highly and fully protected areas. But who's going to do this? Who will be leading this? I had a chance to convince the president of Turkey, and I used that window of opportunity. I convinced him, and then the rest of, we established the fully protected areas. We will see the benefit, not today, not tomorrow, not next year, but in the 5 years, we will see that. So what I believe, maybe you will criticize me, right now, we have no time to convince all the local communities and stakeholders. We should have a kind of mechanism, establish these fully protected areas for the benefit of all next generations, not debating with the people, because scientifically they have proven they are working. Maybe this is harsh, but this is what we need to do. We don't have time. And the partnerships. So since the beginning, I really would like to thank Joachim, because we met with him in 2010 in Zaragoza in MPA establishment course. He was giving a course to us. So this is thanks to MedPan, and MedFund was just helping us all those enforcement financing. And GFCM is supporting us all these fisheries management issues. Minister of Environment, Minister of Agriculture, UNEP-MAP, and multinational donors we have, and the influencer people. I believe they have really high, importance right now, because who is going to go and convince the high-level politicians? We are scientists, we can do that, but influencer people that the public knows and likes have a great, advantage on this point. They can go and convince the high-level, politicians with all the scientific, the data we can supply to him or her. So I hardly believe that from now on, some influencer people in Mediterranean or in the rest of the world will help to increase these protected level areas. Thank you. That's it. Thank you very much, Zafer, for this brilliant presentation. I think that was really nice to see the way you are managing those no takedown, and the way you are promoting that also at a higher level. Maybe I suggest that we move to the next presentation and then we take other questions. So if you have any questions, si vous avez des questions en tête, merci de les noter. On va prendre les deux présentations l'une à la suite de l'autre, comme ça on ouvre ensuite la discussion. Et donc, je passe la parole maintenant à Renaud Dupuis de la Grand-Rive, de l'aire marine protégée de la côte agatoise de la ville d'Agde. Renaud, merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne aussi. J'ai une bonne nouvelle pour Joachim et une autre pour Paolo. La bonne nouvelle pour Joachim, c'est que tu vas pouvoir rajouter un petit point rouge de fully protected area, je pense. Tu vas me dire à la fin de mon intervention si c'est cela ou pas. Et une autre pour toi, tu parlais de seriously protected areas. J'espère que notre travail sera considéré comme sérieux et que je dirais ce qu'on a réussi à faire, pardon pour le français, hein, je ferai
la présentation en français. Donc, je vous amène du côté de l'Occitanie, du côté de Montpellier, dans le golfe du Lion. Je suis donc gestionnaire d'une aire marine protégée sous statut Natura 2000 qui est gérée par une municipalité. J'allais dire next slide, c'est moi. Donc, c'est un site Natura 2000 de 6000 hectares. Bon, ce n'est pas un très grand site. Pas, voilà, je vous amène dans une petite aire marine protégée, c'est-à-dire on the ground, hein, let's go to the ground, qui est gérée par une municipalité, ce qui n'est pas souvent le cas en France. Hein. Il y a assez peu de villes qui gèrent des aires marines protégées. Nous avons des actions de protection, c'est ce que vous allez voir, mais aussi de développement durable, de restauration, beaucoup aussi. Ça ne sera pas le thème du sujet, mais on le fait. Je travaille avec une équipe de 7 personnes. Ce qui est beaucoup, je sais, je suis très envié. Voilà, j'ai la chance d'avoir une municipalité et un maire qui jouent le jeu. Et je travaille surtout dans un contexte, donc, je ne n'ai pas mis de photo là, vraiment dans ce cas-là, mais de tourisme de masse. C'est-à-dire que moi, je travaille dans un endroit où j'habite dans une ville qui fait 30 000 habitants et en été, nous sommes 250 000. Au droit immédiat donc, de ce que vous voyez donc, sur la carte, hein, l'aire marine protégée est délimitée, vous le voyez sur le pourtour, et dès que vous êtes sur le Cap d'Agde et Agde, ce qui est marqué là, tout ça, c'est en été, il y a 250 000 personnes à cet endroit-là. Je dirais les habitats principaux qui sont protégés, ce sont les herbiers de Posidonie, comme un peu partout en Méditerranée, et les récifs de coralligènes sur la partie gauche donc, de la photo. Évidemment, il y a des espèces, mais je me suis plutôt fixé sur les habitats. Donc voilà, le contexte, c'est, vous le voyez, donc un grand port de plaisance, 3000 places, un site donc protégé qui est au droit immédiat de la station balnéaire, c'est-à-dire que vous sortez du port, vous êtes déjà dans l'aire marine protégée, style Natura 2000. Vous l'avez compris, il y a beaucoup d'acteurs d'activités nautiques, mais aussi une trentaine de pêcheurs petits métiers, une petite dizaine de clubs de plongée et une activité de pêche de loisirs aussi. La photo, on ne la voit pas très bien ici. Tous les petits points blancs que vous voyez ici, ce sont des pêcheurs de loisirs. Des pêcheurs de loisirs qui sont en train de mouiller. Alors, c'est une photo qui a quelques années. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, il y en a, sur la photo, on ne voit pas bien. Je peux vous dire combien il y en a. Il y en a 180. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. C'est des pics que nous avons pendant l'été, mais on sait très bien que dans les pics, c'est important de les gérer. Et puis, des activités de plongée, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, les points clés, c'est que nous, on est parti de quoi? On est parti d'un constat avec les pêcheurs petits métiers qui, eux, nous disent, nous avons une ressource halieutique qui diminue. Je fais simple, hein. C'est aussi les études scientifiques qui nous le montrent, puisque nous faisons des études scientifiques, soit dans l'équipe, soit avec des scientifiques extérieurs. Nous, on a constaté aussi une dégradation des récifs de coralligènes, notamment à cause des anchorings, des mouillages ou des clubs de plongée qui mouillent avec leurs bateaux. Et en même temps, nous avons depuis assez longtemps des relations très, très étroites avec les pêcheurs petits métiers, avec les prud'homies qui rassemblent les pêcheurs petits métiers, en tout cas en Méditerranée, et les clubs de plongée. C'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure. Les objectifs que nous avons essayé d'atteindre, c'était donc d'essayer de beaucoup mieux protéger les habitats de coralligènes, puisqu'on constatait une dégradation, si possible de répondre aux pêcheurs petits métiers en augmentant les stocks, de créer donc une zone de protection forte, in French, en français dans le texte, alors highly, fully, tout ça, on regardera exactement ce à quoi ça correspond, et tout ça dans un processus, ce qui est le plus important, je pense, de concertation très, très étroite, avec une volonté, c'est une volonté de notre part, de démarrer avec les pêcheurs et seulement avec les pêcheurs, petits métiers, et ensuite d'aller voir tous les autres. C'est le système que nous avons choisi de mettre en place parce que, voilà, né de nos relations, des possibilités qu'on a senties possibles pour créer cette aire marine protégée de protection forte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais vous détailler un tout petit peu, parce que je pense que la méthodologie est intéressante. Nous avons, dans un premier temps, emmené nos pêcheurs petits métiers à aller voir d'autres aires marines protégées, donc faire de la coopération. On les a amenés sur deux sites français. On n'avait pas les moyens d'aller ailleurs, on aurait pu aller chez Affaires, par exemple, pour rencontrer les pêcheurs de là-bas. Et on les a rencontrés, donc on les a fait rencontrer les autres pêcheurs de ces deux sites protégés et on les a fait rencontrer les gestionnaires de l'aire marine protégée également. Et après, on s'est rassemblés, on a discuté tous ensemble. Je peux vous dire que sur les 30 petits métiers qu'on avait contactés, il y en a plus de 20 qui sont venus avec nous, ce qui est énorme. Je peux vous dire, ceux qui travaillent avec les pêcheurs petits métiers savent que les pêcheurs, ce n'est pas facile à mobiliser pour aller à l'extérieur.
Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est vraiment la clé du démarrage. C'est d'aller voir ailleurs, et je pense que ça fera partie des choses, je pense, recommandables, que de se servir des coopérations, des réseaux, je reviendrai sur Medpan et d'autres réseaux dans ce domaine-là. Ce qu'on a fait après, rapidement, on les a vus un par un, et on leur a dit, vous, pêcheurs petits métiers, chez toi, puisqu'on les tutoie, on les connaît tous, qu'est-ce que toi, tu verrais comme endroit protégé à protéger avec tes critères à toi par rapport à ton travail, aussi bien, alors, je dirais, en termes de pêche que de relations avec d'autres partenaires et autres. Donc, une vraie discussion. Et tout ça avec un support donc, de cartes. On est venu avec une carte, on les a rencontrés un par un, on leur a dit en gros, finalement, dessine-nous ton aire marine protégée. Ça correspond à ce que vous avez ici. Tout ce que vous avez là, c'est la superposition de toutes les propositions que nous avions qui allaient de 50 hectares à 2000 hectares sur le secteur. C'est là qu'il y a des pêcheurs qui voulaient vraiment mettre les 3/4 de l'aire marine protégée. Ça a donné donc, pour faire simple, un ensemble de scénarios possibles en mettant une analyse multicritère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça intéressera les scientifiques, des critères écologiques, des critères socio-économiques, parce que nous, on avait notre petite idée aussi dessus. Ça a donné ces 5 possibilités ici, qu'on a décidé ensuite, en les mettant tous ces pêcheurs professionnels dans une même salle, ce qui n'est pas toujours facile non plus, et de les écouter. Donc ça, c'est la première étape. Et ça a donné donc lieu à, je vous le montre parce que je n'ai pas mis une diapo, le scénario principal qui a été décidé dans un premier temps, c'est celui-là. Deuxième étape, donc ça a donné ça. Ça a donné, pardon, je reviens en arrière, ça a donné donc un ensemble je crois que j'ai l'impression qu'il y a une diapo qui a sauté, hein, c'est peut-être pas la dernière version. Hein. Non, en tout cas, si vous voulez, je regarde, ouais, j'ai une diapo qui a sauté. Bon, c'est pas grave, je reviens là. Pour vous dire que ce scénario-là, ces 5 scénarios-là, on les a ensuite discutés, bien évidemment, avec tous les autres acteurs, notamment les clubs de plongée, les associations de plaisanciers. Mais c'était vraiment la démarche de démarrer de la pêche. Et ça a donné, donc, à force de discussion, donc pendant 3 ans, hein, je fais simple, pendant 3 ans, ça a donné lieu donc, à un scénario, je vous l'ai montré, qui a été rediscuté pendant pas mal de temps pour donner ce scénario final qui est ici, donc qui est cet hexagone, où donc de 310 hectares sur l'aire marine protégée, où il n'y a aucune pêche ni professionnelle, ni de loisirs, pas de plongée, pas d'ancrage et pas d'argage. Donc, c'est-à-dire, je pense, une foulie peut-être à mon avis. Voilà, tout ça dans un contexte, je le rappelle, hyper touristique avec énormément d'activités. C'est pas, voilà, je vous le montre comme ça, mais c'est quand même un travail ancien. Voilà, donc ça correspond à 5% de l'aire marine protégée globale, puisqu'elle fait 6000 hectares. Et avec ce système-là, nous, ce qui nous intéressait, c'est que nous protégeons 45% du coralligène de l'aire marine protégée. 45% du coralligène, je pense que c'est pas mal comme résultat. Encore une fois, tout dépend de l'endroit où on met la limite, le seuil. Nous, localement, en tout cas, ça veut dire quelque chose. Ça veut aussi dire quelque chose régionalement. Je ne rentrerai pas dans les détails scientifiques, mais c'est aussi intéressant après de faire le lien, ce que tu fais, Joachim, dans ton travail. Voilà, donc en fait, l'aire marine protégée a été créée sous forme de cantonnement de pêche. Donc en fait, c'est un statut particulier qui est surtout géré en général par les pêcheurs. Mais en fait, c'est un statut qui n'est pas, on va dire, durable ad vitam aeternam. C'est sur 6 ans et c'est renouvelable. Seulement, parce que tout n'est pas rose, j'ai commencé par le plus sympa, on a eu aussi des soucis, parce que rien n'est parfait. On a eu des problèmes avec le balisage, c'est-à-dire qu'en fait, on a les autorités maritimes nationales, hein, c'est même pas du niveau local, nous ont dit, avec le système que vous avez vu, l'hexagone, vous ne pouvez pas mettre de bouée à chaque point de l'hexagone. On vous l'interdit pour des raisons de sécurité, de risque de collision et autres. Je peux vous dire que là, on a pris un gros coup derrière la tête, hein, en français dans le texte, et il a fallu réfléchir à d'autres solutions. Et les autres solutions, parce qu'on n'a rien pu changer, hein, y compris en montant les affaires au niveau national. On n'a pas rencontré le ministre himself, ou herself à l'époque, mais bon, voilà. Et donc, on a décidé d'essayer d'avancer en créant notamment une application mobile qui permet donc aux usagers qui sont en mer de se renseigner sur la marine protégée et d'avoir des informations précises sur cette fully protected area. Voilà, alors ça nous a demandé évidemment un peu de travail. De la même manière, on a pu acquérir donc un bateau qui était un peu plus dédié à la surveillance, que vous avez en bas à droite. Et tout ça, grâce, je dirais, à un programme européen, donc c'est là aussi la coopération joue tout son rôle, qui s'appelle donc Life Mara, qui est géré par l'Office français pour la biodiversité,
Et ce n'est pas un petit programme, je le dis parce que, bon, voilà, vous l'avez compris, je ne suis plus un vieux de la vieille. Je peux vous dire que des programmes sur quasiment 8 ans, je crois que c'est ça, hein, sur 8 ans, des programmes sur 8 ans, où on peut travailler sur 8 ans sur des thématiques comme ça, moi, je n'en ai jamais connu dans ma vie de conservation de la nature. Donc, on était bien content de trouver ce projet-là, un Life intégré, sur lequel donc, on a 550 000 € sur cette période-là, qui nous a permis d'acheter un bateau, de créer une aire marine, une application, d'avoir du personnel pour faire des suivis de fréquentation, du suivi scientifique. Bon, voilà, donc vraiment, je dirais quelque part, c'était presque inespéré. Voilà, et en fait, on a donc des difficultés quand même sur le contrôle, vous l'avez compris, ça rejoint ce que disaient les affaires tout à l'heure, le contrôle et l'efficacité du contrôle. Mais après 2 ans, on n'a pas trop de problèmes, essentiellement plutôt avec les pêcheurs de loisirs, mais tout simplement parce que je pense que c'est plus un manque d'information qu'autre chose. Mais cela dit, il y a quand même du monde. Et surtout, c'est le bat que j'ai mis là-bas, les activités nautiques sont en croissance, mais exponentielle. Les 2 dernières années, notamment en raison du Covid, montrent très, très clairement qu'il y a une augmentation de la fréquentation et nous, on se doute très bien qu'on devra aller vers un statut un petit peu différent. Voilà. Pour les analyses scientifiques, elles sont on the way, comme on dit, ça fait juste 2 ans qu'on les a engagées. Donc, je ne viendrai pas ici vous dire ça marche, ça ne marche pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Paolo, on sait très bien que ça va marcher, mais on aura besoin d'avoir des éléments techniques et scientifiques. Je poursuis rapidement. Les leçons. Je pense que j'ai retenu d'hier d'une session très sympathique ces 3 éléments, time, confidence and proximity. Du temps, il nous faut du temps, de la confiance et de la proximité. Donc, je pense que ça colle tout à fait à ce que nous, on fait. Nous, on a mis 3 ans, mais 3 ans pour monter ça, après 20 ans de travail sur l'aire marine protégée de manière globale. Sinon, honnêtement, je pense que ça ne marche pas bien. L'implication des politiques, s'il n'y a pas de politique locale qui est d'accord là-dessus, surtout moi qui travaille dans une municipalité, ce n'est pas la peine. Au passage, je rappelle que moi, j'étais un associatif pendant 30 ans, hein, que je suis donc passé dans la fonction publique depuis 10 ans. Je pense que ça aurait été difficile de faire ça il y a 20 ans, très honnêtement. Voilà, donc capitaliser évidemment les success stories ailleurs, ça c'est ce que je disais au tout début. Les difficultés de contrôle, si on ne travaille pas avec les autorités maritimes, ça n'est pas possible, et les autorités environnementales, ça rejoint ce que disaient les affaires aussi, il faut du bottom-up et du top-down, forcément, sinon voilà, on a des problèmes dans ce domaine-là. Des ressources financières, vous l'avez compris, nous on a trouvé une solution, mais je ne dis pas que tout le monde va trouver celle-ci. Et puis, honnêtement, je vous donne la dernière ligne qui est finalement presque la plus importante, c'est que nous, on comprend bien qu'avec le système que nous avons mis en place aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'on arrive à résoudre le problème et à avoir quelque chose qui soit vraiment fully protected et surtout avec une gestion fine, directe, tout le temps sur le terrain. Et donc, je vous le dis, on cherche à aller vers un statut plus fort, hein, donc un statut de réserve naturelle nationale, et on le fait d'autant plus qu'avec les relations que nous avons avec nos acteurs locaux, ils sont plutôt d'accord pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, et notamment les pêcheurs petits métiers, ils ont besoin de savoir que ce site-là est bien protégé, bien géré, bien suivi, qu'on peut aller jusqu'à, je dirais, des suivis, y compris juridiques, sur les constats qui sont faits en mer. Voilà, ça, ce sont des points qui sont importants. Bon, après, je vais peut-être pas continuer parce que je pense que ce que je vous ai dit, c'est essentiellement là sur les actions et les indicateurs, c'est ceux qui ont été un peu déjà répétés, donc c'est peut-être pas la peine que je continue. Je pense que ça fait un petit moment que je parle, me semble-t-il. En tout cas, voilà, et j'ai un dernier élément peut-être qui est le domaine de la communication. Je pense que c'est important effectivement que de faire savoir ce qu'on fait pour mieux le partager, pour mieux le faire évoluer. Voilà, je vous remercie. J'ai coupé volontairement le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Renaud, pour cette présentation. On reviendra de toute façon aux actions partnership en lien avec la roadmap là, dans le second temps de la discussion. D'ores et déjà, je voulais savoir si vous aviez des questions, des réactions aux 2 présentations qui ont été faites par les gestionnaires d'aires marines protégées, donc Zafer en Turquie, Renaud en France. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Oui. Merci beaucoup et je remercie les orateurs. La question, c'est comment vraiment agir de façon claire et nette pour convaincre les utilisateurs de leurs bénéfices. En termes d'économie bleue, on parle de la capacité de régénération.
c'est-à-dire comment s'assurer que l'écosystème se régénère et ne perd pas ses potentialités. Comment peut-on montrer qu'à travers ces activités, on arrive de façon claire et concrète à assurer la capacité de régénération, voire sa promotion. Et merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Hedi Shbili, directeur général de l'environnement et de la qualité de vie, ministère de l'Environnement de la Tunisie. Merci. Et je suis secrétaire général du Medfund. Merci. Une réponse, est-ce que Paolo? Oui. Moi, je pense que les données qu'on a récoltées un petit peu partout en Méditerranée démontrent clairement que si déjà on laisse faire la nature, petit à petit, on voit que la situation se récupère et que l'écosystème se remet en marche. Ce n'est pas une question, c'est comme un moteur en fait d'un écosystème. Si on commence à enlever des pièces, s'il y a une pièce qui a un rôle marginal, ça marche. Si on continue à enlever des pièces importantes, ça se bloque. Si on permet, si on intervient passivement, et on laisse faire la nature petit à petit, et ça remet en marche. Donc, quand le moteur se remet en marche, il devient naturellement plus productif. On sait bien, si on travaille avec les pêcheurs, que les vieux et les grands-pères des vieux pêcheurs comptaient sur des quantités de prises importantes, sur des quantités de poissons importantes. Et ce qui n'est pas le cas assez souvent maintenant. Et après, dans des cas spécifiques, on peut intervenir activement. Mais il s'agit vraiment de faciliter l'écosystème pour qu'il puisse recommencer à fonctionner comme il faut. Par exemple, dans certaines zones, ça peut aider d'enlever l'oursin noir. Ça peut permettre aux écosystèmes de fondure de reprendre sa marche, en fait. Et là, vraiment, un petit peu partout en Méditerranée, on a constaté que dès qu'on enlève un petit peu la pression, particulièrement de la pêche et d'autres activités humaines, les systèmes se remettent en marche. Merci. Renaud, tu veux apporter un complément? Merci. Oui, c'est juste un complément. C'est pour dire que ça revient à ce que tu dis, bien évidemment, mais c'est qu'à la base, il faut avoir un bon diagnostic quand même si on sait très bien que ça va toujours aller mieux si on protège de manière forte. Mais à la base, il faut un diagnostic. Et le diagnostic, il est lié à quelque chose qu'on connaît tous qui s'appelle un plan de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, dans les aires marines protégées, dans les aires marines protégées elles-mêmes, où on a des projets de protection forte, si on n'a pas de plan de gestion qui nous dit l'état zéro, il est là, et moi, je veux aller là vers un état meilleur que celui-ci, c'est beaucoup plus difficile. Et ça rejoint aussi, ce qui a été dit tout à l'heure, le fait de savoir communiquer et montrer qu'il y a des bénéfices. Il y aura des bénéfices. Alors, c'est vraiment la clé, parce que les acteurs, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est ça, les pêcheurs, quand on est allé les voir, nous, de notre côté, ils nous ont dit, mais on espère que ça va marcher, tout ça, parce que si ça ne marche pas, à quoi ça sert qu'on ne pêche plus sur 300 hectares? C'est ça. Pareil avec les plongeurs sous-marins. Les plongeurs sous-marins, c'est un peu différent, mais on essaie de protéger les sites pour qu'ils puissent plonger ailleurs, de manière avec le spillover qui pourrait venir. Mais je pense quand même que c'est lié, je parle là en tant que gestionnaire sur des aires marines protégées, et vous en avez beaucoup en Tunisie, que il y a quand même des bases importantes qui sont des plans de gestion qui, évidemment, mettent tout ça, je dirais, en ordre de marche sur la durée, à mon avis. Merci. Merci, Renaud. Une autre… oui, Guillaume? Ok. Après, c'était tout. Merci beaucoup. Pour rebondir sur cette question de l'importance du plan de gestion, il y a aussi après l'importance du plan de financement. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'on va financer de la même manière une zone protégée à protection de forte qu'une AMP? On sait qu'on a beaucoup de questionnements sur la mise en place de plans de financement, la recherche de financement pour les AMP. Et est-ce qu'on aura les mêmes approches sur la protection forte? Je sais que j'étais à Gokova la semaine dernière. J'ai eu l'occasion avec AKD d'aller faire un tour sur le terrain. Donc, ils ont deux bateaux flambant neufs. Ils ont plein de rangers. Donc, on a vraiment, pour le coup, dans des zones à protection forte, l'activité principale qui est l'enforcement et la surveillance, qui sont des coûts très, très spécifiques. Et est-ce que, par exemple, le Medfund, de ce que vous prévoyez sur les zones à protection forte, est-ce que vous allez avoir la même approche d'un point de vue financement de ce que vous faites sur les AMP plus à protection moins forte, ou est-ce que vous avez une approche et une stratégie qui sera un peu différente? Oui, peut-être
te présenter? Guillaume Leport de Blue Seeds, qui travaille sur la durabilité financière des AMP, une société française qui travaille sur la durabilité financière des AMP. Voilà, merci. Oui, un complément et puis je peux apporter quelques précisions également. Merci. Donc, Joachim Clodet, CNRS et conseil scientifique de Medpan. Un petit commentaire pour rebondir par rapport à ça. Si on part du principe que quel que soit le niveau de protection, les hommes sont ce qu'ils sont, donc il faut faire de la surveillance, ça coûte moins cher de surveiller une zone qui est de protection intégrale, donc fully protected, parce qu'il n'y a pas d'extraction. Alors qu'une zone où la réglementation est plus complexe, il faut potentiellement aller voir chaque bateau pour savoir ce qu'il y fait. Donc, c'est moins cher par hectare de surveiller du fully protected que tous les autres niveaux de protection. Merci. Donc, en ce qui concerne le Medfund, comme je le disais précédemment, donc on lance un appel à manifestation d'intérêt donc demain avec la Fondation MAVA à destination d'aires marines protégées de protection forte, donc fully et highly. Et les critères d'éligibilité que l'on utilise sont les mêmes que l'on utilise en tout cas pour le guichet principal de financement Medfund, c'est-à-dire il faut que l'AMP d'abord soit officiellement créée ou en cours de création. Ça semble tout bête, mais en Méditerranée, ce n'est pas forcément évident. Deuxièmement, et ça a été rappelé par Renaud, que l'aire marine protégée possède un plan de gestion qui soit clairement défini avec des objectifs de gestion clairement précisés et la délimitation effectivement de zones de protection forte à l'intérieur du périmètre de l'aire marine protégée pour le cas de ce guichet. Et troisièmement, ce qui semble un petit peu évident ici, parce qu'on a eu deux interlocuteurs, mais ça n'est pas non plus toujours, c'est d'avoir une unité de gestion, c'est-à-dire d'avoir un gestionnaire qui a été identifié. Là, on a effectivement le témoignage de deux gestionnaires, mais il y a énormément d'aires marines protégées, y compris des no-take-zones, qui n'ont pas du tout de gestionnaire. Donc ça, c'est encore une étape supplémentaire. Donc ça, ce sont vraiment nos trois critères, on va dire, de base, une aire marine protégée qui existe, avec un plan de gestion et avec un gestionnaire identifié. Et les coûts que le Medfund prend en charge, ce sont les coûts récurrents de la gestion. Et il est bien évident, ce que disait Zafer, il a clairement monté dans sa présentation, le enforcing funding, c'est quoi? C'est du fuel et c'est du temps homme. C'est pas hyper sexy de dire on va vous financer du fuel et du temps homme, mais ça fait toute une différence entre il y a de la surveillance ou il n'y a pas de surveillance. Hier soir, on discutait avec Zafer et nous, les financements que l'on octroie, ce sont des financements qui tournent autour de 50 000 60 000 euros par an, ce qui peut paraître beaucoup pour une aire marine protégée, mais ce n'est pas non plus gigantesque. Mes affaires me disaient ça fait toute la différence parce que maintenant, avec la possibilité d'avoir un second Rangers, je peux faire des sorties de nuit parce que les sorties de nuit ne sont autorisées qu'à 2. Et du coup, il y a des bateaux maintenant qui patrouillent la nuit où il y a effectivement pas mal de pêche illégale. Donc, en fait, on va être le plus flexible possible, s'adapter à chaque cas. On voulait à un moment donné, pour être tout à fait honnête, on s'est posé la question d'une taille minimale de no-take zone, parce que c'est une question qu'on nous avait posée. Est-ce que finalement, dans le périmètre des aires marines protégées, des no-take zones que vous allez financer, vous allez exiger une taille minimale? Donc, je me suis tourné vers les scientifiques. J'ai posé la question. Quand vous posez une question à un scientifique, il vous répond et vous ne vous souvenez plus de la question parce qu'ils sont tellement... Ils vous embobinent, mais en gros, ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qui a été dit ce matin, ce que Joachim, tu disais, ça dépend effectivement de l'aire de distribution des espèces que l'on souhaite protéger. Et bien entendu, plus la no-take zone va être grande, plus l'effet va être bénéfique. Donc, on a décidé, dans cet appel à manifestation d'intérêt, finalement, de ne pas mettre de seuil critique, mais par contre, de pouvoir analyser finalement, faire du case by case en fonction du plan de gestion, en fonction des espèces qui sont considérées. Donc, on en dira un petit peu plus demain en présence de la MAVA. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir moi ou Elodie ou Laura qui travaillent aussi sur le sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les… Oui, Patrick, oui.
Oui, bonjour, Patrick Bonhomme du Parc national des Calanques. Je revenais sur ta présentation Zafer. J'ai trouvé très intéressant la croissance des revenus de la coopérative, mais j'aurais voulu savoir si en parallèle de ça, vous aviez suivi l'effort de pêche qu'il y avait sur la zone. Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il décroît? Est-ce qu'il augmente? Et éventuellement, est-ce que vous avez aussi le nombre de pêcheurs? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il est en croissance? Qui me semble être des indicateurs qu'on doit mettre en parallèle de… Yeah, thank you for the question. We have all very elaborate details of all those catch per unit of work. So with much less and less fishing gear, they're catching more and more fish. That's the result. That's the amazing result. But as the year passes, the local species sizes and the abundance are increasing. So that's why right now it's less than 1% of invasive species in total catch. But in 2015, it was 35, 40, sometimes 42% only invasives making the total catch. But right now they are less than 1%. Merci. Oui, encore peut-être une dernière, parce que sinon, on n'aura pas trop le temps de faire le lien avec la roadmap. Allez-y. Philippe L'Enfant, Université de Perpignan et président du groupe d'études du Mérou. Est-ce que vous avez des indicateurs, parce que la question par rapport à l'écosystème, est-ce que ça repart? Est-ce que vous avez des indicateurs type poisson, par exemple, ou espèces un peu indicatrices pour détecter ça et voir si les mesures de gestion, elles sont bien adaptées si le plan de gestion est valide. Et puis l'autre point que je voulais aborder, c'était la taille. Je pense qu'à un moment donné, les scientifiques, il faut qu'on se jette à l'eau et il faut qu'on donne une taille minimale. Moi, je pense que c'est important parce que, par exemple, la Banyuls, 50 hectares par rapport à des espèces qui sont touchées par la pêche, par exemple, eh bien, on est en capacité à retrouver des populations, en tout cas une dynamique, et on va… L'intérêt, c'est vraiment les espèces commerciales et on commence à connaître quand même pas mal les home range de ces espèces. Donc, je pense qu'on est en capacité, et vu le nombre d'exemples d'aires marines protégées de no-take zone qu'on a en Méditerranée, je pense qu'on est capable de donner un ordre de grandeur. Et je pense que ça serait intéressant. D'accord. Je pense que ça peut être effectivement très important d'avoir au moins cet ordre de grandeur, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des variations, effectivement, comme vous dites. Après. Oui, après, c'est sûr qu'il faut ajuster, mais voilà, je pense bien sûr. Non, mais tout à fait, je pense que ça peut aider. Voilà, une dernière. Est-ce qu'il y a des présentations en ligne? Je n'ai pas vu s'il y a des questions, pardon. Non. Il y a un commentaire. Un commentaire, oui. Vous pouvez le lire? Oui. Ça marche? Oui. It's from Perilikis. He says, great presentations. Apologies for focusing on invasive species. It's a major problem in the Eastern Mediterranean. It was very interesting to hear that Eastern Mediterranean MPAs without targeted measures on invasive alien species do not favor IAS. If there are any data available in the literature for Gokova catch compositions, it would be great to be shared. I came across total fisheries catch between 2006-2008, and the catch percentages of Siganus SPP was already low, 2%, and not as high as stated FAO report UNL and others, 2019. Also, the same report mentions that I'm sorry for the scleratus is still a major problem in the area. I would be deeply appreciated if we can have data to support our future endeavors. Okay, thank you very much. So I think that maybe he will liaise with Zafer. Maybe no need to respond that. I think maybe it will be like a bilateral. No, on verra peut-être après parce que afterwards, because this is a very, very specific comment. And I think that we have to move to we have only 8 minutes to close the meeting and to have a discussion on the recommendation on the roadmap pour faire le lien avec la roadmap. Merci encore, Zafer, Renaud, pour vos présentations qui étaient vraiment très éclairante. Voilà, donc un des objectifs aussi des sessions, outre le fait qu'on partage ces expériences-là, c'était de proposer peut-être aux organisateurs
des recommandations par rapport à la roadmap qui va être finalisée pendant ces 3 jours. Donc, comme je le disais en introduction, la roadmap, notre session s'inscrit dans l'objectif 2 de la roadmap. Donc, renforcer les législations nationales et assurer de l'effectivité des mécanismes de surveillance pour produire donc des aires marines protégées plus efficaces avec de meilleurs résultats. Et une recommandation issue de cet objectif stratégique, c'était d'accroître le nombre et le pourcentage de couverture d'aires marines protégées avec des enhanced protection levels, avec des niveaux de protection améliorés, comme les no take, no access, strictly protected, pour pouvoir contribuer à la restauration des écosystèmes marins sur la base d'études scientifiques et de l'engagement des communautés. Du coup, est-ce que vous avez, oui, des suggestions? Peut-être tu peux pour améliorer. Puis donc c'est Mélina qui est rapporteur. If you can capture that. So I will speak slowly because I have a suggestion to rephrase recommendation 2.1, which could be to significantly increase, not just to increase, to significantly increase the number and size. So not coverage, the number and size of fully and highly protected areas to benefit people and nature. To significantly increase the number and size of fully and highly protected areas to benefit people and nature. Great. Did you get that, Melina? I think this is a proposal here. It's a proposal, and I don't think it changes completely. I think it says the same thing in more simplistic way. And if we realize that we constantly, people advocating for MPAs, we never use the same terms. We never say that MPAs are good for what. We always question the same thing. So if we can keep the thing simple, use always the same word, it will be very helpful. And size, fully and highly protected areas to benefit people and nature. Yeah, I think that's simple. But maybe too simple for Medpan. Attention. Not too simple. Now, just to say that within this roadmap, we want to target all the different kind of MPAs. Okay, so not only fully and highly, because there are quite different MPAs and they have some interest. So just to say that this is the second part of the sentence with your proposal that maybe can be improved, because in general, we want to increase the number of coverage of MPA, I mean, different kind of MPA, but we want to increase, and this is directly linked with the Tanger Forum, the Declaration of Tanger. Many of you were there, the 2% of no-take zones. So the second part of the sentence, enhanced protection level, and what we put in bracket, no-take, no access, strictly protected. So this is here where we can integrate your point. Marie, technically speaking, in the case you increase the number and size, you increase the coverage. Yeah. This is okay. No, the point is, it's not the same thing, because you can increase the coverage by creating 1 million MPAs of 1 meter square. Mm-hmm. That's right. But the point raised by Joachim is technically No, this I fully correct. agree. No, I Because fully the agree. consequence is you have larger MPAs and the higher coverage. So I totally agree with the Joachim's suggestion, and I don't remember by heart, but there is another recommendation which is important, the one stressing the importance of rangers dedicated to the protection of MPAs, because in some country they do not exist. In Italy, the Coast Guard, among the other duties, has also the protection of MPAs, but there are no or rare situation when there is a ranger with the power to give fines. That's right. That's right. So I think it is important. And maybe just to tell you that when we draft this roadmap based on all the virtual forum session many of you attended in June, there was a question, do we put this question of fully almost everywhere in the roadmap? I mean, because there is this recommendation on the enforcement with the rangers but there are also recommendations on capacity building,
communication, as you say, Renaud, exchange of experience. And we don't put everywhere the fully protected area, MPA and fully protected area. Whatever is the level of protection, the fact you have rangers with the power to give fines makes the difference. I think that maybe there is a session on surveillance, no? And Yeah, it was yesterday. Yeah. so maybe they will bring this exactly. They will bring the recommendation here. Do you have another suggestion for the linked with the roadmap? Okay. Well, till now, we have been focusing mainly on all the time in MPAs, last 2 decades. Now it comes this 30% where the new specific terms of OECMs are introduced. So if we need, this was discussed also yesterday, that we will need intermediate evaluation of the process in order to be able to readjust policies and strategies to be sure that everything is going in the line that we want it to go. But how OECMs impact positively in nature is going to be extremely difficult to evaluate and to standardize. So I think we have a challenge with this new concept of OECMs, and we will have to see how to adapt it to these categories, or because what is a fully protection area in a place? Well, OECMs are all kind of administrative figures. So we are gonna have to face this challenge of understanding the role of these OECMs in the ecosystems. Thanks. Thank you very much. I think there is also sessions on OECM. Maybe a last, two last comments then. Bonjour Alain Pibon, je suis le coordinateur des Life intégrés Mara. Une remarque par rapport à la recommandation aussi sur le fait de préparer cette orientation qu'on prend sur le développement des zones de protection forte, qui est l'organisation des services dans les États, puisque aujourd'hui les services s'organisent pour mettre des moyens sur la réduction de pression des grands usages ou des usages qui se passent dans les aires marines protégées. Et si effectivement on prend un cap vers une augmentation de la police, des services de police dans les aires de protection forte, les États n'ayant pas en général les moyens de mettre du personnel et sur la réduction et le contrôle des pressions et sur la police sur les sites, je pense que c'est une recommandation qui peut être faite de structurer, parce que ça se fait sur de nombreuses années, de structurer des services de police prêts à assumer 10% de zones de protection forte. Voilà. Même si on n'arrivera pas forcément à ce 10%, mais au moins il y a une restructuration des services, ça nécessite de la formation de personnel, d'agents de contrôle, des moyens, et ça ne se fait pas en une année. Donc effectivement, c'est une recommandation qui peut être faite aux États, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas l'axe qui est pris. D'accord, merci. Peut-être juste pour compléter sur ce que disait Alain, Marie, do not try to influence the rapporteur, please. Hein? Otherwise, you change seat, you come here. Okay. No, I'm joking. No, but I was thinking to myself that Alain a soulevé le point de 10%. Je pense que c'est vraiment important. Mais ici, il n'y a pas d'objectif chiffré. Ni dans l'objectif stratégique, ni significantly increase, comme disait Joachim. Moi, je suggère quand même de mettre les 10% ici comme un objectif dans l'objectif stratégique. Je pense que ce 10% de protection forte, il doit absolument se retrouver dans la roadmap. Parce que sinon, on va partir encore une fois sur, excusez-moi, le délire des 30 x 30 et on va complètement perdre le cœur du réacteur, qui est vraiment le 10% de protection forte. Donc moi, je recommande à ce que ça soit effectivement clairement mis. Did you get that, Melina? We are not the Barcelona Convention here. We are a forum sessions. And you are rapporteur of the forum sessions. I'm sorry. No, maybe on that, because this is a point also discussed for 1 year maybe, and you are right. We are not the Barcelona Convention, but this is also coordinated by the Barcelona Convention. But anyway, if you remember in Tanger, so 5 years ago, there was the Tanger Declaration with 2% of no-take zone.
no take, no go, no fishing areas. And I was discussing with Jean-Michel Culioli from Corsica. I don't know, he's not there. He was proposing maybe we can keep this objective of 2% of really fully protected, no take, no go, no fishing. We are at 0.04%. Reaching the 2% could be great. And then also he was suggesting, because we talk about this 30%, and there are the OECM, as you said, there was this session, all the discussion on OECM, but it's quite, he said, and I want to reach you with this question because maybe I don't have the answer. If we say 30 by 30, what we put in the 30%, what part of MPA, what part of OECM? So we are saying, he was saying maybe for the Mediterranean, it would be good to reach 2% of fully no take, 10% of MPA, because we are not already there, and 30% of total, including the OECM. So I don't know, it's just a thing I launched to you. I don't want to debate too much on the figures, because you remember the Tanger, it was really a big debate, but we need your proposals, please. Yeah, but wait. I was the person who proposed the 2% in a large audience. Just but now the ambitions are different, and also the perception and the awareness about the importance of not take fully, or anyway, really strictly protected. And we will see the definition. Otherwise, it's like a label meaning nothing. Yeah. But I guess we don't. But I would propose to stay stuck to the 10%. We have the chance to do it. And if there is no political will, we don't have any chance to do it, for sure. Yeah. But if we don't have such an ambition, you ask like this to get like this. If we ask like the 2%. Yeah, and we got nothing. By the way. Yeah, sorry, Pep, you were asking. In fact, we have to close because there is another session. Yeah, for me. Yeah, no. And because there is another people that have to go to the aquariums, and they will have to in the museum for the other session. So one here, David, you have the floor, and then we close. Yeah, for me, it's clear that the 2% is not enough nowadays. Even acknowledging that maybe the 10% is not a realistic perspective, but anyway, we have to keep it. I mean, it's in Europe, we have to keep it. I mean, we have no chance. Spain, for example, has accepted the proposal of the European biodiversity strategy. So for us, the commitment will be the 10%, and for the rest of the European countries would be the 10%. That's the first point. The second one is that the 10% commitment is not a call only for governments, but it's also a call for managers. And we have a very powerful tool in our hands. Maybe we are not in the position to change policies in our countries. Normally, it's not the case with managers, but we are in the position to change a very powerful tool, which is the management plans of our areas. So in the next years, many new management plans are going to be written, and many management plans are going to be changed because they have to be changed every several years. So we could adopt as a commitment, and it's a proposal that maybe we can take in the forum, that in the new management plan, the zonification of the area would eventually include at least X%, maybe 10% of the area as a no-take zone. So thank you. Okay, thank you. So we had one last comment here, and then no, we have to close. Sorry. After David, you have the floor, but then we have to close the session. Yeah, thank you. David de Montbrison, BRL Engineering Consulting Office. I agree fully with the last comment. We need to be ambitious, and 30% is not realistic, but let's go to 10% not realistic and get 5. The comment is about the strategy we heard today are 2 different. First starting on consultation, now going on imposing, and a lot of consultation there. So still the consultation is fully necessary. And if you have the mean to impose, you have also consequence in terms of acceptation. My question is in terms of recommendation. You say you have full evidence
many people still think that there is not enough evidence. Even in AGD, the fishermen are asking, show us, we are not sure about the evidence. We hope it will work. So I think in terms of recommendation, it's to gather more data, more precise data on the impact, and especially with the fisheries, data on how long it takes to get fully impact, because depending on the size, you mentioned the size, there will be a real or rapid or more rapid impact on the fisheries. And one of the big problems on the fisheries that MPA does not provide an immediate impact, even if it takes some years. There is a problem for the fishermen about the revenues on this. So you had a very nice example, but you didn't manage to convince all the fishermen beside all the details impact you had. And why? So I propose to have a recommendation on precising the detailed impact, and depending on the size, to make an effort on the monitoring of the impact on fisheries. Okay, thank you very much, David. I'm really sorry because we could have stayed, the whole morning talking about that. That's very interesting. Thank you so much, the different speakers, and thank you for attending online. And I think that thank you very much, Melina, for taking all this information. So we're going to share that. And tomorrow during the plenary, if you want to add more comment on this session of No Take Zone, do not hesitate to take the floor and to share your inputs. Merci, bonne journée.